parole. Je dis merci à tous les intervenants. Merci à l'aîné B52 pour sa sortie. Vraiment, merci. On lui dit vraiment merci pour ça. Mon grand homme, je pense que aujourd'hui, ce que moi j'aimerais dire, faut que certains Ivoiriens, vraiment arrêtent de faire les faire valoir de d'autres Ivoiriens. C'est très très important. Parce que y a certains Ivoiriens, je ne vais pas indiquer une zone géographique parce que pour ne pas que ça devienne une habitude, mais qui veulent que les autres, en fonction du bon vouloir des autres, eux, ils se sentent plus Ivoiriens ou moins Ivoiriens. Voyez? Et je vais tout de suite revenir sur l'exemple que l'aîné vient de donner. À chaque fois, pour montrer leur sympathie ou leur empathie vis-à-vis d'un certain peuple ou une certaine communauté ivoirienne, on va tout de suite brandir un de leurs comme étant une preuve de leur empathie ou de leur fraternité ou de leur considération pour une autre communauté. Mais nous, on s'en fout éperdument de ça. Ça s'appelle du faire valoir, ça s'appelle de la politique politicienne. Parce qu'on n'a pas besoin, quand on aime l'autre et qu'on le considère comme soi-même, quand on est un humaniste, quand on est un altruiste, quand on a l'altérité dans son attitude vis-à-vis des autres, on voit l'autre comme soi-même. Tu l'as bien indiqué la dernière fois avec le test je crois si je ne me trompe pas, le test du père Alexis Diet dans ton commentaire. L'autre, c'est nous-mêmes. Quand on se regarde et qu'on se voit, quand on voit l'autre, il faut qu'on se voit parce que l'autre, lui, nous voit comme lui. Donc nous devons le voir aussi comme nous. Mais ce qu'on a constaté, il y a cette haine, il y a ce rejet congénital dans une certaine communauté. Et cela se remarque dans la politique. Pourquoi ces haineux-là prospèrent? Pourquoi ces gens-là prospèrent? Ils prospèrent simplement parce que ce discours qu'ils propagent dans leur communauté a un écho. Ça a un écho. Ça a une histoire. Ça a une habitude. Ça a une culture. Vous voyez? Ça devient quelque chose de banal, de normal. C'est comme si on se réveillait le matin et qu'on voyait les oiseaux chanter. C'est comme si on va se mettre au bord du lac et on voit des silures nager. Pour eux, c'est normal. Parce que dans leur esprit, ils ont adhéré et ils sont d'accord que ceux-là qu'ils traitent de demi-ivoiriens ne sont pas vraiment des Ivoiriens. Et malheureusement, ceux qui sont traités de moitié ivoiriens jouent ce jeu-là, consciemment comme inconsciemment, par complexe, comme par nécessité, pour se sentir plus ivoirien que d'autres. Je ne sais pas si je me fais comprendre, mon grand-oncle, mais je pense qu'il est temps que cela s'arrête. Et d'abord, ceux même qui sont stigmatisés et ceux aujourd'hui qui sont en train d'adouber des assassins, adouber des personnes xénophobes, des personnes très, très, très tribales dans leur attitude et dans leur supercherie, ces gens-là aujourd'hui ne peuvent pas accepter cela sans aucune méfiance. Comment est-ce qu'on peut donner un blanc-seing à un individu comme Blé Goudé? Mais de par quel miracle, de par quelle alchimie on peut accepter cela sans même que sa conscience même, nos consciences même nous interrogent. Voyez ce laxisme, voyez cette facilité, voyez ce comportement de laisser aller, de négligence qui anime certains de nos frères. Mais comment ceux-là vont vous considérer demain? C'est-à-dire que nous-mêmes, à travers certains, moi je ne dis pas moi, je m'exclus et j'exclus les EPV de cela.
Mais certains Ivoiriens, même, à travers eux-mêmes leur comportement de laisser faire, de négligence, de manque de fierté, de manque de dignité en eux-mêmes, mais favorisent cela. Ils favorisent cela. Donc ne soyons pas étonnés que des blé qui demandent à certains de leurs cadres d'aller se mettre en boubou pour montrer eux leur amour pour une certaine communauté. Mais on n'a pas à se justifier ou on n'a pas à avoir son bon petit doula en son sein pour dire que oui, on aime les autres. Non. Notre grand maître, notre exemple, le modèle, l'homme parfait de la Côte d'Ivoire, il n'a pas besoin de ça. C'est par son travail qu'il se fait juger. Et vous voyez que leur sortie, tout ce qu'ils font là, essaie de mélanger le pays, ça ne marche pas. Parce que ce monsieur-là, déjà, il a la bénédiction de ses parents avec lui. La bénédiction des frères ivoiriens épris de paix. Il a la bénédiction et il est né dans une constellation d'étoiles bien alignée. C'est ça, c'est pour ça que tout ce qu'il fait, il réussit. Et en plus de ça, c'est quelqu'un de bon, c'est quelqu'un de bien, c'est quelqu'un vraiment qui aime le beau et qui est béni par le grand architecte. Donc, comment est-ce que lui, il a besoin d'avoir son bon petit, je ne sais pas moi, et ou auprès de lui pour prouver qu'il aime son peuple. Non, il le prouve par son travail. Ce que ses prédécesseurs n'ont pas su faire. Quelqu'un, on lui dit de faire 1 kilomètre de goudron, il dit que le goudron coûte trop cher. Bon, toi, tu sers à quoi? C'est quoi ton rôle? C'est quoi ta vision pour ton peuple? Qu'est-ce que tu veux laisser comme héritage? Toi-même, tu dis quand quelqu'un marche, il laisse des traces. C'est quelle trace tu as laissé? Parce que la trace que tu as laissée là, quand on a attrapé l'un de tes soldats, tu lui as dit quand on t'envoie, il faut savoir t'envoyer. C'est ça la trace que tu as laissée. La trace que tu as laissée là, tu n'as jamais assumé une action de ta part, à part dire de tuer les gens, de mater les gens. Et toi, tu assumeras. Vous voyez des gens qui sont dans une sorte de politique de 2 poids 2 mesures, dans une sorte de manipulation constante des populations et qui abrutissent la mentalité des populations, qui ne peuvent pas aujourd'hui se permettre de faire rêver leur population, ces populations-là voient plus grand. Et des gens comme ça, ils nous ont dirigés, et mais malgré ça, malgré le fait qu'ils n'ont pas pu faire grand-chose, mais aujourd'hui, ils sont dans un regret, mais total. C'est-à-dire, ce regret-là même est pire que la mort. Je vous assure qu'ils auraient souhaité même la mort et de vivre, c'est-à-dire cette consommation interne-là qui est en elle et qui aujourd'hui les consume à petit feu à travers les réalisations du jeu. Ils voient ça. Ça, c'est pire que la mort. Parce que la mort, ça te donne un certain repos. Mais là, tu es vivant. Et puis ton adversaire, ton ennemi celui qui te déteste le plus au monde, il est en train de réaliser. C'est-à-dire, il te met dans un regret que toi-même, tu n'arrives pas à digérer. Vous voyez, ces gens-là, aujourd'hui, ils ne vivent qu'aujourd'hui de leurs mauvais souvenirs, de leur regret de n'avoir pas pouvoir faire ce que le président, l'homme béni, celui qui est né dans une constellation d'étoiles bien alignées. Je parle du fils de notre grand-mère, Adjana Bintou Sissé. Je parle du descendant de Sékou Ouattara. Je parle du petit frère de Cheikh Gaussou Ouattara. Ce monsieur-là même qui a donné toute sa vie pour sa communauté africaine. Celui-là qui est le seul Africain à occuper le poste qu'il a occupé. Celui-là qui a tout abandonné, avec tous les privilèges pour venir participer à la destinée de son pays. Le parfait Ivoirien, qui a démontré par A plus B. Et vous savez pourquoi ce monsieur-là, il a eu un parcours exceptionnel? Parce qu'il y a deux choses dans un pays. Il y a deux palabres qui ne finissent pas dans un pays, mon grand oncle. Il y a le palabre de la terre et puis le palabre de communauté. Ça, là, ça ne va jamais finir. Mais tellement que certains Ivoiriens ont la haine pour d'autres.
Voilà pourquoi il a donné un destin singulier à cet homme-là pour faire comprendre à ceux qui n'aiment pas les autres que son parcours sera comme ça et c'est lui c'est lui qui va mettre la Côte d'Ivoire au-dessus, c'est lui qui va mettre la Côte d'Ivoire au-dessus de tout et qui va mener ce pays-là très 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 haut et vous allez vous asseoir regarder. Je prends un exemple, mon grand frère. Regardez Tiger Woods. Tiger Woods. Tiger Woods, excusez-moi. Tiger Woods, il est un métis, je crois, asiatique et noir. Mais le trophée, il y a un trophée de golf que Tiger Woods ne pouvait pas, auquel les métis ni les noirs ne pouvaient prendre part. Et ce trophée-là, lorsque les golfeurs gagnaient ce trophée, on leur donnait une veste verte. Mais c'était carrément interdit à tout ce qui était noir, tout ce qui n'était pas blanc, pur sang. Mais quand il a commencé à jouer au tennis, tellement qu'il était au golf, tellement qu'il était bon, il a gagné ce trophée-là 4 fois. Ça, c'est une leçon de Dieu. Pour dire qu'on est tous un en humanité, quelles que soient nos origines, quelles que soient notre couleur de peau. Le plus important, c'est le plus méritant, c'est celui qui fait le bon travail. Mais le président Ouattara, il n'y a pas plus ivoirien que lui. Et je mets quiconque au défi, parmi ces présidents-là, quiconque au défi de prouver qui a montré sa lignée à travers les documents à l'appui. Il n'y a que lui. Ils sont là, on est ivoirien, ils tapent leur poitrine quand on leur dit d'envoyer un simple document de leur géniteur, ils sont incapables. Vous voyez que l'ivoirien, c'est dans la bouche. Lui, il ne parle pas beaucoup. Mais quand il parle, il pose des actes. Et ce sont ces actes qui parlent pour lui. Mais malgré ça, il a eu ce parcours-là, pour vous montrer que ce que vous négligez, ce que vous ne considérez pas, cette partie de... Moi, je ne vais pas donner une indication géographique parce que ça me gêne. Il ne faudrait pas que ça soit aujourd'hui une connotation. Mais ce que vous négligez, ce que vous prenez même pour des étrangers, même, ils sont pires même ivoiriens même que vous-même. Ils connaissent l'histoire de la Côte d'Ivoire que vous-même. Mais par culture, par bonne éducation, par humilité, parce qu'ils ont été bien éduqués par leurs parents, ceux-là se taisent pour vous regarder faire. Parce qu'ils connaissent, ils sont issus d'un grand empire qui jusqu'à présent a fait ses preuves et dont on parle aujourd'hui. Donc, ils connaissent l'être humain. Vous croyez que c'est faire les fanfarons, c'est faire beaucoup de bruit comme des tonneaux vides qui va faire de vous des êtres supérieurs à qui? Les gens, ils sont taiseux, mais il faut vous méfier des gens qui ne parlent pas beaucoup. L'exemple, c'est le président Ouattara. Donc, il a tellement prouvé cela, et son parcours même aussi vous a mis aussi d'accord avec ça. Donc, quand on veut vraiment le bien-être de l'autre, construire son pays, on ne parle pas, on ne fuit pas ses responsabilités. Je viens même encore d'avoir une information sur ce monsieur-là qui a passé son temps à travailler avec son... à jouer partout avec son troisième membre. J'aurais appris que même pourquoi le président Hollande a dit qu'il était un fricata. Le président Hollande a dit qu'il était un fricata parce qu'il avait de l'œil sur sa compagne Ségolène, ce monsieur-là. Bon, voyez un gars comme ça. Au moment où il était président calamiteusement élu. Bon, des gens comme ça, qui représentent toute une nation. Bon, comment est-ce qu'on pouvait prendre le Côte d'Ivoire sur lui avec des personnes comme ça? Regardez même là, ce qu'il est devenu. Mais aucune prise de conscience. La Côte d'Ivoire ne pouvait pas aller de l'avant avec ce genre de personnes. Donc, vous voyez, moi, ce que je vous demande, ce que je demande à nos frères, c'est d'être fiers de ce que nous sommes, d'être fiers de là d'où nous venons. Mais ça ne doit en rien changer dans notre amour pour notre pays à travers les actions que nous posons. Pourquoi notre plateforme est respectée et pourquoi est-ce qu'aujourd'hui les gens commencent à nous donner, les gens nous donnent du crédit? Parce que nous sommes restés constants dans notre combat. Nous sommes restés constants dans nos dires. Et nous avons tout fait pour que les gens comprennent. C'était pas facile,
Mais aujourd'hui, beaucoup ont compris et beaucoup voient la nécessité. Bon, mon grand-oncle, je dis, tu es un visionnaire, tu as vu les choses. Quand tu marches, quand tu danses avec un aveugle, marche sur son pied. Ces gens-là, ils ne connaissent que ce langage-là. Ils ne connaissent que la violence parce que c'est des gens, déjà, ils n'assument jamais leurs responsabilités. Même la violence, même qu'ils prétendent connaître, même, ils ne vont jamais faire face à la violence. C'est des beaux parleurs. Il faut simplement les mettre face à leurs responsabilités de sorte qu'ils puissent te respecter. C'est ce qui fut fait. Et vraiment, Dieu merci. Nous remercions Dieu. Et que vraiment, ce combat-là, il ne finira jamais. Il ne finira jamais. J'ai dit le combat de la terre. Et puis le combat communautaire, c'est un combat à vie. Donc, vraiment, pour ceux que ça dérange, préparons-nous pour ça. Donc, merci beaucoup. J'aimerais m'arrêter là si tu as quelque chose à dire. Non, je crois que vous avez tout dit et vous avez bien réexpliqué ce qu'on tente toujours de faire comprendre aux uns aux autres. Malheureusement, comme disait l'autre, ceux qui luttent sont ceux qui vivent. Or, le combat de la vie ne s'arrête jamais. Ça ne fait que changer de forme. C'est là, lorsque vous lisez le roman Le vieil homme et la mer, vous comprendrez beaucoup de choses. Je traite le roman sous son aspect philosophique, pas sous l'aspect littéraire. Vous voyez, le personnage principal est un vieil homme. Depuis sa tendre jeunesse, tout le monde le prenait en raillerie. Et personne n'a voulu, ne serait-ce qu'une seule fois, aller avec lui en mer. Parce que les gens le voyaient comme pas quelqu'un de... pas d'important. On ne lui accordait pas de l'importance. Mais quand vents et marées, il va lui-même avoir sa propre petite embarcation et être capable d'aller en mer. Mais la caractéristique que tout le monde sait de lui, c'est que chaque fois qu'il va en mer, il revient les bras vides. À force de répéter la même chose, il était devenu l'objet de tous les commérages et de toutes les moqueries. Ah non, lui on le connaît, lui, voilà. Mais il n'a jamais abandonné. Jusqu'au jour où il va pêcher un être aquatique des plus étranges et il va essayer d'accrocher cela à son embarcation pour pouvoir rentrer. Mais comme vous le savez, les requins aiment le sang. Au fur et à mesure donc qu'il fait route pour aller vers la ville, les requins vont dévorer l'animal en question qu'il avait pu avoir pour une première fois et à ne lui laisser que le squelette. Mais qu'à cela ne tienne, il va maintenir le combat jusqu'à ce que il puisse finir le combat les bras vides, mais au moins il est resté vivant. Et là, je vous en fais une interprétation philosophique. Ça veut dire quoi en réalité? Ce que vous avez lu, c'est la question même fondamentale de l'homme en tant qu'être dans l'existence. Est-ce parce qu'on sait qu'on ne gagnera pas un combat qu'il ne faut pas le mener? Si vous agissez ainsi, vous devenez un lâche. Mais lorsqu'on mène le combat, même quand on perd, qu'est-ce qu'on gagne? On gagne le fait qu'on a donné sens à son existence. Beaucoup de personnes pensent que nous, on est en train de s'aimer dans le vent. Beaucoup de personnes pensent que nous, on est en train de lutter contre la vie. Mais on est en train de faire ce que nous devrions faire. On est en train de faire ce qui doit être fait. Parce que même quand tu n'as pas de combat, de but dans l'existence, il faut en créer de toutes pièces. Mais dans le cas spécifique, Yann, tu fais beaucoup d'élégance dans la parole. Les gens du Nord qui sont stigmatisés, vous, les gens du Nord, quand on nous dit de vous traiter comme des sous-hommes là, vous allez devoir mener ce combat-là. Que vous le voulez ou pas, vous allez mener ce combat. Soit vous serez écrasés comme des vers de terre et vous serez réduits à l'état d'esclaves, de sous-hommes. Ou bien vous vous levez. Vous pensez qu'au fond d'Alassane Ouattara lui-même, quand le président Ouattara dit « j'ai été ostracisé parce que je suis musulman », mais il ne dit pas tout. Parce que vous voyez, nous autres qui savons beaucoup écouter, quand une personne parle, si on se tait là, on prend possession de ton cerveau et de ton esprit.
Nous qui savons écouter là, quand quelqu'un, même ce que tu ne dis pas là, on connaît, on sait, on peut te dire ça en face. Tu vas dire, ah, mais comment tu fais pour savoir? Parce qu'on sait. Ce qu'il n'a pas dit, c'est parce que je suis un homme du Nord. C'est le mot qu'il n'a pas ajouté à cause des circonstances de l'époque. Mais nous autres qui avons bien compris, c'était effectivement ça. Puisqu'aujourd'hui, ceux qui l'ont combattu ne l'ont pas combattu parce qu'il n'a pas de qualité humaine. Ils ne l'ont pas combattu parce qu'il n'a pas de qualité intellectuelle. Ils ne l'ont pas combattu parce qu'il a été un malheur pour la Côte d'Ivoire. Ceux qui combattent Alassane Ouattara, demandez-leur quelle est la raison simple qui fait que vous le combattez. Non, il est différent de nous. Il n'est pas de notre tribu. C'est un homme du Nord. En réalité, ça fait mal à beaucoup qu'un homme du Nord soit devenu président en Côte d'Ivoire. Ça peut gêner les gens, mais moi, je préfère dire les choses simplement et que l'histoire vienne me dire que je me suis trompé. Parce que les malfaiteurs n'ont pas honte d'agir. Est-ce moi qui serais par lâcheté incapable de dire les choses? Moi, je ne me donnerai pas ce luxe malsain. Moi, je vois quelque chose, j'appelle la chose par son vrai nom. Et donc, toi qui es un homme du Nord, là, tu vas te tromper, ou même tu vas laisser les autres te tromper. Non, toi, tu n'es pas comme eux. Mais toi, ta maman, ton papa, là, lui, il est comme eux. Donc, toi, tu es eux. Ne laissez personne vous donner une place dans votre vie. C'est pourquoi le vieil homme partait en mer. Quel que soit ce que les autres diront de vous, soyez digne de vous-même et menez votre combat. N'écoutez pas ce que les autres vont dire. Les autres n'ont pas. Qu'est-ce qui leur donne le droit de vous donner votre place? Vous pensez que Ouattara est devenu président parce qu'il a voulu que les autres acceptent qu'il y soit? Il y a des leçons qui ont été mises en face de nous. Beaucoup de leçons ont été mises en face de nous. Si Alassane Ouattara était un vaurien, ou bien que Laurent Gbagbo lui demandait, viens, on va négocier là. Si c'était un lâche, il allait dire oui. Il a dit non, j'ai gagné. Tu ne vas pas m'arracher ma victoire. Mais ce que vous oubliez, c'est que dans l'étude de l'homme, parce qu'en philosophie, on peut étudier tout, même le caillou. Tu prends un thème là, on va te développer, tu vas dire, c'est pas vrai caillou là. Dans les rapports humains là, je parle souvent de Hegel, mais dans la volonté de puissance là, il n'y a personne qui veut être dernier dans la vie. Or, il se trouve qu'au fond de chacun de nous là, personne ne veut être dernier. Donc, il faut marcher sur les autres pour t'affirmer. Donc, quand toi, tu vois quelqu'un te donner une place là, ça veut dire que toi, tu as accepté que lui marche sur toi. Tu es en train de marcher. Toi, tu es en train de venir. Quelqu'un est en train d'aller. Vous êtes en train de marcher en sens opposé, mais il y a une voie. La voie est petite. Supposons que vous êtes dans un couloir. Quelqu'un est en train de venir vers toi. Toi, tu es en train d'aller vers la personne. Couloir là, vous ne pouvez pas passer et vous dépasser. Si tu laisses la route à la personne, ça veut dire que tu as accepté que la personne vaut mieux que toi. La personne ne va rien te dire. Et donc, dans la vie, là, il y a des choses, là, on ne te dit pas. C'est à toi-même de mener ton combat. Soit peut-être tu le fais par respect pour ta propre personne, pour ton histoire. Et surtout, vous aujourd'hui qui êtes des gens qui existent, qui vivez, vous êtes encore vivants. Est-ce que vous allez faire l'héritage de la honte à vos enfants qui diront, nos pères ont été là, mais ils ont été incapables de faire le combat de leur temps. Alassane Ouattara a su s'affirmer. Et c'est ce qui fait mal aujourd'hui à ses ennemis. Il a eu sa victoire. Il a gagné proprement sa victoire. Les gens ont voulu le salir. Il a dit non, je ne serai pas sali. C'est ce qu'on appelle avoir vécu. Il aurait aussi pu échouer. Et c'est ce que moi j'ai toujours dit. Si Alassane Ouattara doit échouer, moi j'irai sur le terrain pour échouer avec lui. Ceux qui veulent l'argent, prenez l'argent. Ceux qui veulent les noms, prenez les noms. Mais nous, ce que nous recherchons là, c'est la vie éternelle. La vie éternelle n'est pas loin. La vie éternelle, c'est que les autres sachent qu'il y a des gens qui ont existé. On ne met jamais quelqu'un dans l'histoire parce que la personne a été riche. On ne met jamais quelqu'un dans l'histoire parce que la personne a été populaire. Mais on retiendra quelqu'un pour le combat qu'il a mené. Moi et ceux qui comprennent la vie, c'est sur cet aspect-là que nous voulons mener notre vie. Si on respecte tous les grands de ce monde que vous avez connus,
Ce n'est pas pour les biens matériels qu'ils ont eu à acquérir ou à accumuler. C'est surtout ce qu'ils ont fait en positivité vers l'autre. Et comme Yann l'a bien dit, l'autre c'est toi-même. Parce que de la même manière que tu le vois comme quelqu'un d'autre, lui aussi te voit comme quelqu'un d'autre comme ça. Et donc c'est à chacun de se remettre au centre de l'humanité et de se voir comme des humains sur la terre pour créer un monde meilleur. Mais très peu peuvent mener ce combat-là. Et très peu peuvent avoir de la conviction. Mais si nous autres, notre crime c'est d'être des gens de conviction, mais Dieu merci. Comme l'a dit le Christ, malgré la prière de la nuit, Dieu lui a dit tu vas subir parce qu'il faudra que tu puisses prévaloir. Lorsque le Christ devait aller à Golgotha, le lendemain il savait. Il savait. Parce que ce qu'on ne vous dit pas dans le monde spirituel, toute chose existe avant d'être là. Et Yann, tu dois le savoir. Souvenez-vous du pacte que nous avons eu avec les prophètes et que nous leur avions dit, chaque fois que nous susciterons un prophète, celui-ci prévaudra sur ses ennemis. Mais à travers son propre peuple, nous susciterons son pire ennemi. C'est dans le Coran. Il y a deux choses fondamentales qu'il faut retenir. Chaque fois qu'un prophète vient là, il va avoir raison des malfaiteurs de son peuple. Mais ses pires ennemis là sortent de son propre peuple. Ceux qui disent que Adam était le premier être là. Demandez-vous quel était donc son ennemi. S'il n'y a pas d'ennemi, c'est que ce verset coranique là est faux. Mais on n'est pas dans ça aujourd'hui. Et donc ce qu'il faut que les uns et les autres retiennent, il y a des gens que Dieu crée pour être des gens d'action et de conviction. Ce n'est pas parce qu'on n'est pas intelligent, ce n'est pas parce qu'on n'est pas ambitieux. Sinon, nous qui vous parlons là, on a quitté la Côte d'Ivoire pour venir nous chercher dans les pays des Blancs. Et puis nous tous, on travaille. Regardez même l'heure à laquelle on fait l'émission. Certains sont là et disent, les gars, j'aime, mais je m'en vais au travail. Berthe même au travail actuellement. Et celui qui va venir après Yann, là, lui, vient du travail comme ça. Donc, vous voyez que chacun a des ambitions, des rêves. Mais tout le monde n'est pas taillé dans le bois de la conviction. Et c'est pourquoi quand vous voyez des gens comme nous sortir pour venir vous dire qu'on va faire quelque chose, c'est qu'on est déjà prêt et on le fera. Mais les gens ne croient pas. Ils se disent non, il a parlé. Mais attendez-nous. Attendez-nous. On vous a déjà suffisamment averti. Ne soyez pas surpris de la rigueur que nous allons apporter à chacune de vos actions. Parce que vous en avez suffisamment fait. Et on ne sera pas tendre avec vous. Et je demande au peuple du nord de la Côte d'Ivoire d'être digne pour une fois. De mener son combat pour une bonne fois. Et lorsque les xénophobes vont s'attaquer à eux, de neutraliser ces personnes-là pour de bon. Sinon, ce sont ces personnes-là qui vont vous neutraliser et faire de vous des esclaves devant vos femmes, devant vos enfants. Yann, j'allais m'arrêter là. Si vous avez quelque chose à ajouter, avant de passer au dernier intervenant. D'accord, merci beaucoup mon grand-père. Juste rajouter deux mots. J'aimerais dire que le président Ouattara, le grand-homme, lui, il a fini son combat. Il a fini son combat. Parce que lui, il a montré à ses adversaires, à ses pires ennemis, qu'un enfant dont le père porte boubou là, le père vendait cola au marché, le père vendait poulet au marché là, lui aussi il peut devenir président dans son pays, dans le pays de ses ancêtres. Lui, il a fini son combat. Et là, à travers son combat, il nous a montré l'exemple à suivre. C'est à nous maintenant de suivre cet exemple-là. C'est vivre ou périr, do or die. Voilà ce que j'aimerais dire pour terminer. Merci beaucoup, mon grand-oncle. Merci, nous qui vous disons merci. Et je te souhaite une excellente soirée et bien des choses à toute la famille. Merci beaucoup. Je vous en prie.